23 janvier 2026, Caracas, 2h du matin. Les premières frappes américaines secouent le Venezuela, la capitale se réveille brutalement. Dans le ciel, les hélicoptères américains bombardent la ville et ripostent sur les quelques tirs qu'ils essuient de la défense vénézuélienne. Pendant ce temps, une unité spéciale débarquée au sol enlève le président Nicolás Maduro et son épouse. À 4h21 heure locale, Donald Trump annonce la capture du président vénézuélien sur son réseau Truth Social. L'événement fait réagir. The breaking news this morning, President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. According to President Trump, that Nicolás Maduro have been captured. On apprend à l'instant que le président du Venezuela vient d'être capturé. Donald Trump annonce avoir capturé et exfiltré le président vénézuélien Nicolás Maduro, accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Pendant presque 13 ans, Nicolás Maduro a dirigé le pays d'une main de fer sans jamais tomber. Tentative d'assassinat, de coup d'État, isolement de la scène internationale, rien ne l'affaiblit. Et pourtant, ce jeudi 26 mars, le chef d'État vénézuélien va comparaître devant la justice fédérale américaine. Qui est Nicolás Maduro? Pourquoi posait-il problème aux États-Unis? Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de ce président prêt à tout pour rester au pouvoir. Nicolás Maduro, de conducteur de bus, devenu dictateur du Venezuela. Dans les années 70, le Venezuela est le pays le plus riche d'Amérique latine. Sa richesse repose principalement sur une particularité, il est propriétaire des plus grandes réserves de pétrole au monde. Le pays produisait, pour vous donner une idée, près de 3 millions de barils de pétrole par jour, un pays donc immensément riche, mais profondément injuste. Malgré le revenu annuel par personne de $1200, le plus fort de l'Amérique latine, à Caracas, un habitant sur 4 vit encore dans un rancho, un bidonville. Et c'est dans ce monde-là que Nicolás Maduro naît le 23 novembre 1962 à Caracas. Il est issu d'une famille d'ouvriers dont le père était un représentant syndical et il grandit dans un quartier populaire de la capitale. Pendant sa scolarité, le petit Nicolás n'est pas du genre très studieux, il est considéré comme un élève médiocre et déjà, dès le lycée, Nicolás Maduro est très impliqué politiquement, ce qui lui vaudra de se faire exclure de son lycée pour propagande communiste. Quelques années plus tard, en 1986, Nicolás a 24 ans. Il est militant de la Ligue socialiste vénézuélienne et en tant que grand admirateur de Fidel Castro, il est envoyé à Cuba dans une école formatrice de cadres du Parti communiste. Quand on milite dans un groupe comme la Ligue socialiste, Cuba est une référence obligée et c'est un lieu de formation aussi. C'est en tant que jeune militant qu'il part à Cuba, Nicolás Maduro. À la sortie de ses études en 1988, Nicolás Maduro se marie pour une première fois avec Adriana Guerra Angulo. De cette union naît un fils, Nicolás Maduro Guerra, qui deviendra plus tard député au Venezuela. Mais leur mariage ne durera pas et le couple finira par divorcer quelques années plus tard. Il se mariera ensuite avec Cilia Flores, avec qui il partage sa vie encore aujourd'hui. Côté professionnel, en 1991, à 29 ans, Nicolás Maduro est embauché comme conducteur de bus de la capitale et c'est à partir de là que sa vie va complètement changer. Bon, en faisant des recherches sur la vie de Nicolás Maduro, je suis tombé très rapidement sur une information qui apparaissait partout. C'est qu'il était un ancien conducteur de bus de la capitale, un syndicaliste très actif, un homme du peuple, car c'est cette image que Nicolás Maduro a entretenue pendant toute sa carrière politique pour fédérer son électorat. Mais en réalité, ce qui intéresse vraiment Nicolás Maduro en tant que conducteur de bus syndiqué, ce n'est pas réellement la défense des travailleurs, mais plutôt sa dimension politique et le poids qu'il pourrait peser dans le pays. Et en 1992, il va faire la rencontre d'un homme qui incarne parfaitement ses ambitions, c'est Hugo Chávez. Nicolás Maduro, déjà à l'époque, était davantage attiré par le côté politique du syndicalisme, par la défense d'Hugo Chávez, qu'il rencontre dans ces années 90, que par une défense des travailleurs sur leur lieu de travail, sur des revendications extrêmement concrètes. Il a déjà les yeux
sur le pouvoir politique, parce que sa rencontre avec Hugo Chavez, elle est extrêmement forte. Cette année-là, Chavez, ancien militaire, devient le symbole d'une population épuisée par la crise économique et les inégalités au Venezuela. Il tente alors un coup d'État contre le gouvernement, mais l'opération échoue. Chavez est arrêté et passera 2 ans en prison. En 1992, quand Hugo Chavez perpétue son coup d'État manqué, il gagne sa notoriété à ce moment-là, et il y a beaucoup d'intellectuels, de militants qui vont le voir, qui vont discuter avec lui. Parmi eux, Nicolás Maduro, avec qui il noue plus particulièrement des liens profonds avec le futur président du Venezuela. Oui, je dis bien futur président du Venezuela, car quelques années plus tard, après son amnistie, Hugo Chavez fonde le MVR, un parti politique qui le mènera à sa victoire à l'élection présidentielle cette même année. Et dans l'ombre déjà du président Chavez, Nicolás Maduro se place comme un fervent défenseur de ce régime autoritaire. Il devient député, mais va rapidement gravir les échelons jusqu'au plus haut poste du pays. Il devient président de l'Assemblée nationale en 2005, et surtout, ce qui est fondamental, c'est sa nomination au ministère des Affaires étrangères en 2006, où il devient le porte-parole d'Hugo Chavez à l'international. Et ensemble, ils vont redéfinir la politique étrangère du Venezuela. Le pays se rapproche alors de plusieurs puissances opposées à l'influence américaine, Cuba, puis la Russie de Vladimir Poutine et l'Iran. L'objectif est clair, contester la domination des États-Unis dans la région et soutenir un virage politique vers la gauche du continent sud-américain. Les idées de Chavez ont le vent en poupe. Le Venezuela n'est pas isolé. Après Morales en Bolivie, Ortega en Nicaragua, Correa en Équateur, Chavez peut aussi compter sur le Brésilien Lula. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Le 7 décembre 2012, les Vénézuéliens ne le savent pas encore, mais cette prise de parole est l'une des dernières apparitions médiatiques du président Chavez. Alors avant de partir, il appelle les électeurs à voter pour son successeur, et pour lui, celui qui incarne parfaitement son combat, cette révolution bolivarienne, c'est Nicolás Maduro. Toute la campagne de Maduro, à ce moment-là, est fondée sur la fidélité à Chavez, et que le souvenir de Chavez est encore brûlant dans la société vénézuélienne. À sa mort, devant son cercueil, Nicolás Maduro entame sa campagne. Il promet de préserver la politique d'Hugo Chavez, d'être à la hauteur du pays et remporte les élections, mais sur le fil, seulement 230 000 voix le séparent de son opposant libéral. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! Mais lorsqu'il arrive à la tête du pays en 2013, la situation économique se dégrade. Le cours du baril de pétrole chute. Et pour le Venezuela, dont l'économie repose en large majorité sur la production et l'exportation de pétrole, c'est une catastrophe, une perte de 3/4 de leurs recettes. Alors rapidement, le pays plonge dans le chaos, l'inflation explose et les manifestations et pénuries alimentaires s'enchaînent. Et ce ras-le-bol de la population va se répercuter dans les urnes. En 2015, les élections législatives sont largement remportées par le camp de l'opposition. Le parti de Nicolás Maduro perd la majorité des 2/3 des sièges à l'Assemblée. Le pouvoir est affaibli, mais le président ne renonce pas. Il refuse de partager le pouvoir et face à la montée de l'opposition dans la rue, il fait le choix de la répression. Le tournant autoritaire est enclenché. Le tournant autoritaire de Nicolás Maduro s'effectue de manière assez rapide. Dès 2014, il y a un mouvement de protestation qui en appelle à la salida de Nicolás Maduro, donc la sortie de Nicolás Maduro, donc appelle à chasser le chef de l'État du pouvoir. Il va petit à petit transformer son régime en régime autoritaire pour se maintenir au pouvoir malgré sa mise en minorité électorale. Le président vénézuélien tente de tout faire pour écourter cette crise. Détention arbitraire, usage excessif de la force. Entre 2015 et 2017, Amnesty International a dénombré plus de 8000 exécutions extrajudiciaires. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va réussir à museler l'opposition. Les manifestations anti-Maduro vont quand même se poursuivre malgré les morts et les arrestations.
qu'il me soit permis de dire à ce sujet combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante, alors même que les ressources de ce pays restent considérables. We are witnessing a human tragedy, as an example, in Venezuela. À l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis vont tenter de faire vaciller le pouvoir, et ce, par des sanctions économiques. En 2017, les avoirs de l'État vénézuélien à l'étranger sont gelés, puis en 2019, Washington impose un embargo sur le pétrole et le gaz du pays. Le Venezuela se retrouve asphyxié et rapidement, l'économie déjà bien affaiblie s'effondre. La banque centrale vénézuélienne fait même état de 130 060% d'inflation en 2018, des chiffres sous-estimés selon le FMI qui évalue l'inflation à 1 370 000%. Alors ça y est, Nicolás Maduro est battu, il ne peut plus rien faire, le pays n'a plus d'économie, il doit quitter son poste. Eh bien non, cette crise économique va au contraire renforcer le dictateur et accentuer sa mainmise sur la population. De fait, ces mesures, elles rendent la population plus dépendante de l'État vénézuélien, des maigres aides alimentaires. On parle à ce moment-là des cartons CLAP. CLAP, ça veut dire Comités locaux d'approvisionnement et de production, qui fournissent de la nourriture aux Vénézuéliens et qui font de fait un contrôle extrêmement fort sur les Vénézuéliens. Si vous vous révoltez, vous n'avez pas l'intégralité du carton. Cette crise exceptionnelle va même devenir une arme politique face aux sanctions et à l'isolement. Nicolás Maduro renforce son image de l'anti-États-Unis. Car comme dans beaucoup de régimes autoritaires, le culte de la personnalité et la propagande occupent une place importante. Eh bien, le Venezuela ne déroge pas à la règle. Alors qu'il est très impopulaire, Nicolás Maduro n'hésite pas à s'ériger en héros. Et en 2018, il va même être réélu président, car même si je vous ai dit précédemment qu'il était très impopulaire, je vous ai aussi dit que Nicolás Maduro s'accrocherait au pouvoir quoi qu'il advienne. Et pour les élections de 2018, plusieurs figures majeures de l'opposition sont empêchées de se présenter. Des partis sont interdits, des candidats écartés. Conséquence, une grande partie de la population hostile à Maduro ont alors boycotté les élections. Mais ce résultat, largement contesté, va provoquer une nouvelle crise politique majeure. Quelques mois plus tard, en janvier 2019, alors que Maduro prête serment pour son second mandat, une large partie de l'opposition affirme que cette réélection est illégitime et refuse de reconnaître son autorité. C'est dans ce contexte explosif qu'un des leaders de l'opposition, Juan Guaidó, va se déclarer lui-même président par intérim. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Le Venezuela est alors coupé en deux, d'un côté Nicolás Maduro, président élu mais contesté, et de l'autre Juan Guaidó, soutenu par l'opposition et par de nombreux pays, dont les États-Unis. This is Maduro, the leader of the cartel of the Suns. He is charged, along with his co-defendants, with conspiracy to commit narco-terrorism, conspiracy to import hundreds of tons of cocaine into the United States, and related weapons offenses. En 2020, Nicolás Maduro est accusé de trafic de drogue et de narcoterrorisme, et toute information menant à son arrestation sera récompensée par une prime. Voilà, les États-Unis vont encore plus loin, fini les sanctions économiques, ils menacent directement le président vénézuélien, car pour les Américains, le seul président légitime est Juan Guaidó. Alors pour se payer sa tête, la Maison-Blanche n'hésite pas à lier Maduro à une organisation criminelle qui n'existe pas, le cartel de los Soles, car c'est en fait une expression utilisée par les journalistes en 1993, elle fait référence à des cellules corrompues au sein du pouvoir, qui favorise les trafics en tout genre. Bref, en tout cas pendant les 4 années qui suivent, rien ne change vraiment. Les menaces ne sont pas mises à exécution. Joe Biden remplace Donald Trump à la présidence des États-Unis. Maduro reste à la tête du pays et contre toute attente, le Venezuela va même commencer à revenir petit à petit sur la scène internationale.
мною принято решение о проведении специальной военной операции. L'invasion de l'Ukraine en 2022 contraint les pays occidentaux à boycotter massivement le pétrole russe. Ils doivent trouver de nouvelles sources d'approvisionnement et soudain, un pays devient à nouveau stratégique, vous le voyez venir, c'est le Venezuela, propriétaire des plus grandes réserves de pétrole au monde. Très bien. Vous allez bien? Ah oui, très bien. Alors comment ça va chez vous? Comment le va? Comment está la cosa por allá? Va très bien, excellent. Chaque jour de mieux. Cuando nos visita? Alors quand est-ce que vous allez nous rendre visite? Président, après ces séquences-là, je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar. Seguro. Okay. Está bien. Celui que beaucoup qualifiaient encore de dictateur quelques mois plus tôt est de nouveau appelé président. Maduro triomphe de cette séquence et conclut même un accord avec les États-Unis du pétrole contre des élections libres. En clair, en échange de la levée des sanctions économiques, Nicolás Maduro doit garantir à l'opposition de pouvoir se présenter aux élections 2024. Le chef d'État vénézuélien semble alors coopérer, mais non. À quelques mois des élections, il utilise à nouveau son pouvoir pour faire perdre l'opposition. Maduro est alors à nouveau réélu président pour la 3e fois. Bon, en vous racontant l'histoire de Nicolás Maduro, je me dois de vous parler d'une figure majeure de l'opposition. Vous la connaissez sûrement, elle a remporté le prix Nobel de la paix dernièrement, c'est Maria Corina Machado. Classée à droite, voire à l'extrême droite selon les observateurs, c'est l'opposante la plus radicale que Nicolás Maduro n'ait pu affronter. Elle est soutenue par les États-Unis depuis 2005 et elle se range derrière Juan Guaidó lors de son autoproclamation président en 2018. Et en 2023, en vue des élections présidentielles de 2024, elle remporte la primaire organisée par l'opposition, mais sa popularité ne plaît pas du tout au dictateur. La suite, je vous l'ai dit précédemment, Nicolás Maduro remporte les élections. Maria Corina Machado, c'est le visage le plus radical, avec des alliances, y compris avec les courants les plus radicaux dans le monde, hein, avec des alliances avec Vox en Espagne, avec en allant au CEPAC, donc avec le Parti républicain états-unien. Using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolás Maduro. En 2024, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et il compte bien finir ce qu'il avait commencé. Some interesting things are happening around the world, I'll say that. Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. Dès le mois d'août, sous prétexte de la lutte contre le narcoterrorisme et le trafic de drogue, Donald Trump envoie à l'armée américaine 8 navires de guerre et plus de 10 000 soldats au large des côtes vénézuéliennes. Puis, en septembre dernier, la situation franchit un nouveau cap. Des premières frappes sont menées sur 35 embarcations accusées d'être impliquées dans le trafic de drogue. They have faster boats. Some of these boats are seriously, I mean, they're world-class speedboats, but they're not faster than missiles. Je précise d'ailleurs qu'aucune preuve confirmant que ces bateaux transportaient de la drogue n'a été apportée par la Maison-Blanche et que ces frappes sont totalement illégales au regard du droit international. Pendant ce temps, à Caracas, face à la situation, Nicolás Maduro répond d'une manière plutôt originale, il danse. Bon, et plus sérieusement, il appelle à la désescalade. Donald Trump, hands up Venezuela, de inmediati. Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre. Not war, not war. Just peace, just peace. Ce qui se passait était terrible, il y avait des menaces militaires, à tout moment il pouvait tomber des bombes sur Caracas, et de fait il est tombé des bombes sur Caracas, et dans la société vénézuélienne, on continuait à faire les courses de Noël comme prévu, à vivre avec une étrange normalité. Je pense que Nicolás Maduro contribuait à cette ambiance. S'il avait militarisé, s'il avait eu des discours martiaux, il n'y aurait peut-être pas eu cette ambiance à l'intérieur du pays. Mais ces discours n'arrêteront pas les Américains et le 3 janvier dernier, l'opération Absolute Resolve est lancée. Early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela.
La suite, vous la connaissez, Maduro et sa femme sont capturés et transférés aux États-Unis, une arrestation surréaliste, ultra scénarisée par la Maison-Blanche et encore une fois, illégale selon le droit international. Ce sont des images folles en termes de mise en scène. Ouais. Évidemment, tout est léché conformément à ce que souhaite le président américain. Quelques jours après sa capture, le dictateur déchu a été entendu une première fois pendant 37 minutes. Il conteste ces accusations et plaide non coupable. Depuis ce jour, au Venezuela, la situation est un peu floue. C'est la vice-présidente Delcy Rodriguez qui assure la présidence par intérim. De son côté, la Maison-Blanche revendique la tutelle du pays. Le procès de Nicolás Maduro doit se tenir ce 26 mars. Alors voilà, Nicolás Maduro aura dirigé le pays d'une main de fer pendant près de 13 ans. Un régime marqué par une crise économique profonde, des pénuries massives et une contestation politique permanente. Mais au-delà de la chute d'un dirigeant autoritaire et antidémocratique, est-ce vraiment ces raisons qui ont poussé les États-Unis à intervenir ? Car derrière les discours sur la démocratie et la lutte contre le narcotrafic se cache un autre enjeu. Je vous l'ai répété plusieurs fois, le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, et forcément, cette ressource stratégique attire l'attention et la convoitise des plus grandes puissances. Alors dans un monde censé être régi par le droit international, un pays aussi puissant soit-il peut-il décider seul d'intervenir et de renverser un chef d'État étranger ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Merci à Thomas Posado pour m'avoir aidé dans l'écriture de cette vidéo. Vous le savez, toutes les sources utilisées sont dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!